Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à la une dans l'actualité. À l'actualité nationale, plus de 11 000 candidats aux examens du brevet d'études fondamentales 2024. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Proche-Orient, à Gaza, denrées alimentaires sont moins chères, mais restent inaccessibles aux plus démunis. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, le ministère de la Femme et de la Famille a organisé aujourd'hui une cérémonie de remise de certificats aux jeunes filles ayant bénéficié des formations offertes par le projet de consolidation de l'autonomisation des femmes et des filles. Eh bien, ce projet financé par l'Union européenne en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, vise à renforcer les compétences et les capacités des jeunes femmes pour leur permettre d'accéder à une indépendance économique et sociale. La cérémonie a mis en œuvre les participants ayant suivi des formations variées incluant le permis de conduire, la cuisine, la couture et d'autres activités professionnelles. Ces formations ont été conçues pour répondre aux besoins du marché du travail et pour encourager l'entrepreneuriat féminin. Eh bien, le projet soutenu par l'Union européenne et le PNUD s'inscrit dans une série d'initiatives visant à promouvoir l'égalité des sexes et à réduire les inégalités. Les partenaires ont souligné l'importance de la collaboration pour atteindre ces objectifs ambitieux. Cette cérémonie marque une étape importante dans le parcours d'autonomisation de nombreuses jeunes filles. Le ministère a annoncé son intention de poursuivre et d'élargir ses programmes de formation pour toucher encore plus de bénéficiaires à l'avenir. Écoutons à présent les propos de la représentante du PNUD et de l'ambassadrice de l'Union européenne. C'est pour moi un immense honneur de prendre la parole aujourd'hui pour cette cérémonie de remise des certificats qui célèbre la réussite de plusieurs jeunes filles qui ont participé à des formations dans le cadre du projet de consolidation de l'autonomisation des femmes et des filles que nous appelons communément FEMFI. Exprimer nos sincères félicitations donc à toutes ces jeunes filles qui ont pris du temps et de l'assiduité pour faire ces formations. Aujourd'hui, il y a à peu près 481 jeunes filles qui ont été formées, qui viennent de compléter leur cycle de formation, portant donc à près de 1000 bénéficiaires depuis le début du projet, les jeunes filles qui ont été donc formées. Donc votre preuve et votre assiduité est donc la preuve vivante de votre engagement et de votre détermination à avoir accès à ces opportunités qui peuvent transformer donc vos vies. Madame la ministre, sous votre leadership, depuis le lancement donc de ce projet en 2020, il me semble que nous avons une fructueuse collaboration avec votre département, mais également avec l'ambassadrice de l'Union européenne, avec l'Union européenne, la famille de l'Union européenne que je voudrais saluer. Et nous avons très tôt compris que c'était clair que contribuer à l'autonomisation des femmes et des filles à Djibouti était un pilier important. C'est vraiment un immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour la cérémonie de remise des attestations aux jeunes femmes formées, marquant ainsi la fin de leur formation. Je vous remercie sincèrement de cette invitation. Le thème de l'événement aujourd'hui, la formation, l'insertion professionnelle et l'autonomisation, aborde vraiment des sujets essentiels tels que l'égalité des droits, l'accès à l'éducation et l'accès au travail. Ces éléments sont cruciaux pour assurer une meilleure participation et représentation des femmes dans la vie économique et publique du pays. L'autonomisation et le leadership des femmes sont au cœur des préoccupations de l'Union européenne. Pour l'Union européenne, l'égalité des droits entre hommes et femmes est une question centrale qui imprègne toutes nos actions dans tous les domaines et secteurs d'intervention dans le cadre de notre partenariat avec Djibouti. De plus, l'éducation, la formation et l'insertion professionnelle, en particulier pour les filles et les femmes, sont des priorités pour les actions à venir durant la période 2024-2027.
eh bien, le ministère a annoncé son intention de poursuivre et d'élargir ses programmes de formation pour toucher encore plus de bénéficiaires à l'avenir. Écoutons la ministre. De renforcer l'employabilité et l'accès au marché de l'emploi des jeunes filles et des jeunes femmes djiboutiennes, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, se sont associés pour la mise en place de ce programme appelé Femmes-Filles et qui est fonctionnel depuis 2020 dans notre pays. Ce projet unique à Djibouti a été développé autour de la volonté du gouvernement et de ses partenaires pour rehausser les compétences et les savoir-faire des femmes et des jeunes filles de Djibouti afin de lutter contre le chômage touchant ce public déjà vulnérable et faciliter une insertion professionnelle. Dans le cadre de ce programme qui s'attache aussi bien à l'alphabétisation de certains de ses bénéficiaires qu'à leur offrir des appuis financiers et techniques pour démarrer des activités génératrices de revenus, un plan de formation a été établi pour doter ces femmes de compétences recherchées répondant aux opportunités du marché du travail. Depuis le début de ce projet, 1110 jeunes filles ont été formées dans plusieurs domaines, tels que les métiers du tourisme, l'hôtellerie, le bâtiment, la logistique et le transport, les techniques de l'information, tout en améliorant leurs compétences linguistiques en anglais. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour récompenser les jeunes femmes et filles motivées pour bénéficier des diverses formations, qui ont bénéficié de ces diverses formations, donc notamment les 3C, coiffure, couture et cuisine, mais aussi les bénéficiaires des formations pour les langues, les véhicules légers et lourds, donc c'est-à-dire le permis B, C et D. 481 jeunes femmes et filles se sont vues remettre des certificats correspondant à leur succès et leurs efforts et leur assiduité. Ces jeunes femmes ont passé de nombreuses heures au centre CASAF, au centre de formation Oxford et au sein de l'auto-école La Paix pour être formées aussi bien dans le plan théorique que sur le plan pratique. Cette cérémonie de certificat du projet marque donc une étape significative dans l'autonomisation des femmes et des filles à Djibouti. Grâce aux efforts concertés du ministère de la Femme, de l'Union européenne et du PNUD, et également d'autres partenaires techniques qui s'appuient et qui nous appuient en tant que ministère de la Femme, nous avons pu honorer et atteindre ces chiffres assez tangibles. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est dans le cadre de ces efforts continus pour promouvoir l'emploi des personnes en situation de handicap. L'Agence nationale des personnes handicapées a organisé aujourd'hui une cérémonie marquante pour officialiser l'affection de 150 postes budgétaires pour des jeunes handicapés dans différents ministères. Aujourd'hui, c'était au tour du ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf d'accueillir ces jeunes talents. L'événement a été honoré par la présence du ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, M. Moumin Hassan Barre. Il a souligné l'importance de cette initiative pour renforcer l'inclusion et l'égalité des chances dans la fonction publique. M. Moumin Hassan Barre a déclaré « Nous sommes fiers d'accueillir ces jeunes talents dans notre ministère. Leur contribution sera essentielle pour le développement et la gestion des biens Waqf dans notre pays. » Cette initiative s'inscrit dans une politique plus large de l'État visant à améliorer l'inclusion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Les 150 postes budgétaires attribués sont répartis entre différents ministères, chacun accueillant une partie des jeunes bénéficiaires après avoir déjà intégré certains ministères. La NPH a maintenant porté son attention sur le ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf. Les jeunes sélectionnés sur des critères, des compétences, mérites auront ainsi l'opportunité de contribuer activement au développement du pays tout en gagnant en autonomie et en dignité. M. Douali Saïd Mahamoud, directeur de l'Agence nationale des personnes handicapées, a exprimé sa satisfaction quant à cette initiative. Cette affectation, a-t-il dit, de postes constitue une étape majeure vers l'intégration professionnelle des personnes handicapées dans notre pays. Nous espérons que cela servira de modèle pour d'autres ministères et institutions publiques. Il a souligné que cette démarche constitue une étape majeure vers leur intégration professionnelle et sociale. M. Douali a remercié les différents ministères pour leur collaboration et leur soutien, en particulier les ministères des Affaires musulmanes, a-t-il dit, des biens Waqf pour son accueil.
Durant son allocution, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, M. Mohamed Hassan Barre, a souligné l'importance de l'inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. Il a exprimé sa fierté d'accueillir ces jeunes talents au sein de son ministère en mettant l'accent sur le rôle essentiel dans le développement et la gestion des biens Waqf. Le ministre a également réaffirmé l'engagement du gouvernement djiboutien à créer des opportunités équitables pour tous les citoyens, indépendamment de leur capacité physique, et à encourager les autres ministères à suivre cet exemple. On reste toujours dans le domaine de l'insertion professionnelle. Cette fois-ci, l'Agence nationale des personnes handicapées a organisé une cérémonie pour officialiser l'affectation des personnes handicapées au ministère de l'Environnement et du Développement durable. La cérémonie au ministère de l'Environnement a été marquée par la présence du ministre, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, qui a accueilli les nouveaux employés avec enthousiasme. Dans son allocution, le ministre a souligné l'importance de cette initiative. L'intégration de ces jeunes au sein de notre ministère, a-t-il dit, témoigne de l'engagement en faveur de l'égalité des chances et de la valorisation des compétences de chacun. Les postes attribués touchent divers domaines liés à la protection et à l'environnement et au développement durable, offrant aux jeunes bénéficiaires des opportunités de contribuer de manière significative à ces secteurs vitaux pour l'avenir du pays. Les candidats ont été sélectionnés sur la base de leurs compétences et de leur potentiel à apporter une valeur ajoutée au ministère, a-t-il indiqué. Les bénéficiaires, tout en exprimant leur gratitude, ont manifesté leur volonté de contribuer activement à leurs nouvelles fonctions, enrichissant ainsi le tissu professionnel et social. M. Douale Saïd Mahmoud, directeur de la NPH, a exprimé son optimisme quant à l'impact de cette initiative. Chaque ministère participant à ce programme joue un rôle crucial dans l'intégration professionnelle des personnes handicapées. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable offre une plateforme idéale pour démontrer les capacités de l'engagement de ces jeunes. Il a souligné le rôle crucial de chaque ministère participant à ce programme dans l'intégration des personnes handicapées. En particulier, il a noté que le ministère de l'Environnement et du Développement durable offre une plateforme idéale pour démontrer les capacités et l'engagement de ces jeunes bénéficiaires. Dans son allocution, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem a exprimé son enthousiasme à l'accueil des nouveaux employés handicapés au sein de son ministère. Il a souligné l'importance de cette initiative en affirmant que l'intégration de ces jeunes témoigne de l'engagement du gouvernement en faveur de l'égalité des chances, de la valorisation des compétences de chacun. Le ministre a mis en avant les diverses contributions que ces jeunes peuvent apporter dans les domaines liés à la protection de l'environnement et au développement durable, en soulignant qu'ils ont été sélectionnés en fonction de leurs compétences et de leur potentiel à enrichir le ministère de l'Environnement, a-t-il indiqué le ministre. Et je vous ai dans le titre, les épreuves du brevet d'enseignement fondamental pour la session 2024 ont débuté ce matin dans les 46 centres d'examen prévus dans la capitale et les régions de l'intérieur. Cette année, c'est quelques 12 100 candidats qui se sont présentés aux épreuves écrites du BEF, de l'enseignement général, du certificat de formation professionnelle et pour le diplôme de brevet des villages des réfugiés de Al-Adé ainsi que de Holhol. Les centres d'examen ont ouvert très tôt ce matin et les candidats ont planché sur les épreuves écrites dans les disciplines principales comme les mathématiques, le français, les sciences. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a mis en place un dispositif de sécurité et de surveillance renforcé pour assurer le bon déroulement des épreuves. Rappelons que le brevet d'enseignement fondamental est la certificat sanctionnant le cursus fondamental fin collège. Ce BEF rénove l'accent et mis sur les contrôles continus qui prennent en compte tous les apprentissages réalisés durant l'année scolaire, offrant ainsi une évaluation plus diversifiée et équitable. Rappelons que le brevet d'enseignement fondamental est révisé pour valider l'acquisition des compétences des enseignants dits fondamentaux, à savoir la langue d'enseignement, les mathématiques, les sciences à travers 4 épreuves finales ponctuelles. Les contrôles continus sont désormais privilégiés dans la mesure où ils prennent en considération tous les apprentissages réalisés durant l'année scolaire et parce qu'ils ont l'avantage de diversifier les évaluations au lieu de les restreindre à une typologie donnée, limitative et restrictive. Ainsi, toutes les disciplines enseignées en 9e année sont évaluées sous forme de contrôle continu, cadre par un seuil minimal, un dispositif d'harmonisation mis en place par l'inspection générale, mais des contrôles communs à chaque établissement scolaire et une évaluation nationale sont autant de garanties de fiabilité et d'équité.
Et à cette fois-ci, c'est une délégation du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle composée du secrétaire général, M. Mohamed Abdallah Mayoub, du directeur général de l'administration, M. Salah Alouan Issa, du directeur général de l'enseignement, M. Abdidir, qui se sont rendus aujourd'hui dans plusieurs centres d'examen pour superviser le bon déroulement du BEF. La visite a débuté au centre Fukuzawa, situé dans la commune de Balbala, où la délégation a été accueillie chaleureusement par Mme Loula Ali El-Abé, directrice de l'enseignement public et chef du secrétariat général du BEF. Mme Loula Ali El-Abé a indiqué que les examens se déroulaient dans des conditions optimales et qu'aucun incident n'avait été signalé jusqu'à présent. Ensuite, la délégation s'est rendue au centre d'examen du Sans-Fil, où elle a été reçue par Mme Hawa, chef de service de l'enseignement moyen. Mme Hawa a confirmé que l'ensemble des centres d'examen de la commune de Blaous n'avait signalé aucun incident. Le secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mayoub, a salué le travail de l'ensemble des équipes pédagogiques et administratives impliquées dans l'organisation du BEF. Il a insisté sur l'importance de cet examen national pour le parcours éducatif des élèves et a remercié les directeurs des centres et les surveillants pour leur engagement à garantir la transparence et l'équité de cette épreuve. Cette initiative du MENFOP témoigne de son engagement à assurer le bon déroulement des examens et à offrir un environnement propice à la réussite des élèves, renforçant ainsi la confiance des parents et des élèves dans le système éducatif national. Le directeur de la communication occupé à l'administration réseau. Ainsi, dans nos journaux de 15h, nous avions avec nous Mme Hawa Awal Osman, chef des services de l'enseignement moyen à Djibouti-Ville, qui nous parlait du déroulement des examens du BEF cette année dans la capitale et dans les régions de l'intérieur. Rappelons que les examens du BEF pour cette année et enfin les nouveaux par rapport aux années précédentes concernant les examens du BEF. Écoutons-la. Du brevet de l'enseignement fondamental s'est déroulé dans de très bonnes conditions sur l'ensemble du territoire national, dans la ville de Djibouti ainsi que dans les 5 régions de l'intérieur. Tôt le matin, comme vous l'avez prédit tout à l'heure, tôt le matin, donc les surveillants ainsi que les candidats se sont présentés dans les différents centres d'examen. Cette année, les effectifs des candidats sont de 11 074 dans l'ensemble du pays, 8 759 à Djibouti-Ville et 2 315 dans les régions de l'intérieur. D'accord. Eh bien, Hawa, quelles sont les nouveautés par rapport à l'année précédente, concernant évidemment les examens du BEF, et quelles sont les raisons de ces changements au sein de l'éducation nationale? Eh bien, la nouveauté cette année est que l'examen du BEF comporte 3 épreuves. L'objectif est de se conformer aux recommandations formulées lors du colloque de 2016 sur la qualité de l'enseignement. Suite à ce colloque, s'en est suivi la révision du curricula qui débouche sur la révision du BEF qui comporte 3 épreuves majeures, français, mathématiques et sciences, les sciences comportant la science physique et les SVT, sciences de la vie et de la terre. Toutefois, le contrôle continu reste largement valorisé dans l'évaluation des compétences des élèves. Par ailleurs, de nouvelles disciplines telles que les STEAM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, l'informatique, l'EMC, éducation civique et islamique, la découverte du métier, la vie scolaire, ont été introduites dans l'enseignement. Donc le BEF ne constitue plus seulement le moyen pour accéder à la classe de seconde, mais compte pour 40%, et le contrôle continu pour 60%, d'où la valorisation du travail annuel des élèves. Vous étiez en train d'écouter Hawa Awal Osman, qui est chef de service de l'enseignement moyen de Djibouti-Ville, qui nous parlait du déroulement des examens du BEF cette année dans la capitale et dans les régions de l'intérieur et les données concernant les examens du BEF pour cette année et enfin les nouveautés par rapport aux années précédentes concernant les examens du BEF. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le secrétaire général du ministère du Travail qui a procédé ce matin au sein de l'Institut des études diplomatiques le lancement d'un atelier de production des données et systèmes d'information sur le marché du travail.
En effet, cette formation dispensée par un expert international vise à outiller les responsables du ministère du Travail sur l'élaboration et la mise en œuvre d'un système d'information sur le marché du travail conforme aux standards internationaux afin de rendre le marché du travail plus accessible et plus performant. La cérémonie d'ouverture a réuni entre autres le conseiller technique en communication du ministre M. Khadir Omar Khalil, des cadres du ministère ainsi que les bénéficiaires du séminaire issus des différents départements du ministère du Travail. Les travaux de ce séminaire vont se poursuivre jusqu'au mercredi 29 mai. S'inscrit dans le cadre du projet pour une meilleure gestion régionale des migrations qui vise à améliorer la gouvernance et le renforcement des capacités des pays de l'Afrique de l'Est et la Corne d'Afrique pour asseoir un meilleur cadre institutionnel de gestion des migrants. La République de Djibouti a émis des lois et règlements favorables à l'immigration du travail et poursuit ses efforts pour intégrer une dimension normative par la mise en place des outils et instruments juridiques pour promouvoir une migration du travail sûre, ordonnée et humaine, respectant les principes des droits fondamentaux au travail. Il est primordial de disposer de structures qui produisent des informations fiables en temps opportun pour appuyer la réflexion et évaluer les réalisations et le progrès vers la promotion du travail décent. Le Centre régional francophone pour l'Afrique, le CREFA, a été le théâtre d'une journée exceptionnelle de rencontres littéraires. Cet événement, centré autour du livre des contes « Il était une fois » de Radia Ali Ibrahim, a rassemblé une multitude de passionnés de la littérature, incluant écrivains, artistes, stylistes, entrepreneurs, étudiants, députés et toutes les amoureux de la lecture et des contes hafards. La journée a été marquée par une série d'activités et des discussions enrichissantes mettant en lumière la richesse et la diversité des contes hafards qui retrouvent leur place dans notre société à l'ère numérique. Les participants ont également salué cette initiative qui contribue à la promotion de la lecture locale et à l'encouragement de la lecture parmi les jeunes. Cette journée a démontré l'importance de préserver et de transmettre les contes traditionnels tout en adaptant notre approche aux défis et aux opportunités de l'ère numérique. Grâce à des efforts collectifs, les contes hafards continuent de vivre et de captiver de nouvelles générations. Cet événement a été rendu possible grâce à l'Organisation internationale de la francophonie en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Ces institutions partenaires de l'OIF dans la promotion de la francophonie jouent un rôle crucial dans la sauvegarde de la diffusion de la lecture locale. De plus, cette rencontre littéraire a été appuyée par l'Organisation internationale de la francophonie et accueillie au Centre régional francophone pour l'Afrique. La directrice Dr Yeni Yotova a souligné l'aspect universel des contes qui transmettent des valeurs aux enfants dans l'esprit de cet humanisme intégral promu par un des pères fondateurs de la francophonie, le poète et président sénégalais Léopold Sédar Senghor. Numérique, grâce à des efforts collectifs, les contes hafards continuent de vivre et de captiver de nouvelles générations. Les contes, ces contes arrivent à un moment où nos enfants sont beaucoup plus attirés par les tablettes, par Facebook, et qu'on est en train de faire une déculturation. Donc on oublie, parce que nos grands-mères sont dépassées avec les mangas. Donc dès qu'il y a eu les mangas, nos grands-mères n'ont plus eu d'utilité, on les a surclassées, on les a déclassées. Donc avec ce conte-là, je pense qu'il y a une reprise de pouvoir par nos grands-mères, par nos mères, par nos sœurs et par nos frères, parce qu'effectivement, les contes, ça ouvre, comme disait Réni, ça ouvre sur le monde, ça ouvre l'imaginaire, et c'est aussi quelque chose qui permet à l'enfant de voyager à travers le monde tout en restant au sein de sa famille. Eh bien, Mme Radia Ali Ibrahim a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont soutenu la réalisation de son premier livre. Elle a remercié chaleureusement la directrice régionale de l'OIF pour son engagement et son soutien indéfectible. Écoutons-la. Mon mari qui a tout fait pour ramener tous les contes qui somnolaient, on va dire, depuis des années, parce que c'est quand même pendant longtemps que j'écrivais, puis j'ai déposé, j'écris, je lisais pour mes enfants, mais
jamais je n'aurais cru qu'un jour ça allait voir le jour. Donc merci à lui et merci surtout au docteur Cheikh Mouata qui m'a beaucoup soutenue. C'est grâce à lui que vraiment aujourd'hui mes comptes ont vu le jour et j'en suis très ravie parce qu'aujourd'hui d'autres enfants peuvent bénéficier. Et dans mes rêves, il y en a d'autres qui vont rejoindre le rêve que j'ai créé il y a bien longtemps parce que c'est le rêve de la petite fille qui se réalise. Et donc, je suis un peu émue aussi parce que je n'avais jamais cru qu'un jour, il y aurait Radia, écrivaine, pour les contes. Donc, d'autre part, je voudrais aussi remercier l'éditeur qui a cru en moi. Vraiment, c'est quelqu'un qui ne s'est pas posé de questions. Et il a pris le compte et il l'a publié. Donc, je voudrais dire vraiment merci à l'éditeur Discorama, M. Kalpech, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui avec nous, mais on pense beaucoup à lui. Et donc, merci à la représentante de la francophonie qui a choisi mon livre pour cette journée fantastique. Donc, je n'ai pas de mots. Vraiment, merci beaucoup. Et ils ont pratiquement tout dit. Pour moi, le conte, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée. Et j'ai toujours trouvé une voie qui me permettait de... Même quand j'étais grande, c'est vraiment un monde qui vous permet de vous sortir un peu de votre... Peut-être si vous vous sentez mal ou que ça ne va pas, vous avez toujours ce coin du merveilleux dans lequel vous pouvez... Et donc, ça me permettait, quand on raconte, quand on écrit, c'est vous voyagez en fait. Et ce qui est bien dans les contes, c'est qu'il n'y a pas de limite. Tout est possible dans les contes, chose qu'il n'y a pas dans la réalité. Et c'est surtout vraiment le moyen le plus efficace, je dirais, pour atteindre les enfants aujourd'hui. On reste toujours direction le nord du pays où les établissements scolaires de la région de Tadjoura ont célébré le succès du projet de remédiation en lecture. L'école de Tadjoura 3, ce projet consistait à soutenir les élèves en difficulté d'apprentissage du second cycle primaire, de la 3e à la 5e année, par une prise en charge durant quelques mois par leurs enseignants et dans toutes les écoles de la région de Tadjoura pour que ce dernier ait un niveau requis en lecture, des niveaux qu'il fréquente. Ce projet a donné un résultat très satisfaisant que les écoles de la région de Tadjoura ont décidé de faire de cette réussite du système éducatif un moment solennel et de la célébrer en grande pompe. En cette occasion et en guise de reconnaissance, les certificats des mérites ont été attribués aux directeurs d'école, à leurs enseignants ayant donné satisfaction à ce projet. L'inspecteur régional de l'éducation, M. Ahmed Hamadou, a de même précisé que dans son intervention, c'est grâce aux efforts conjugués, aux sacrifices et à un travail de longue haleine à ses enseignants et ses directeurs d'école et de ses conseillers pédagogiques que ce projet a été un franc succès. De nos conseillers pédagogiques, les parents d'élèves, les résultats de nos élèves en fin de projet ont été quasiment évolués. Nous sommes passés, les enfants en difficulté de 70%, aujourd'hui, nous sommes presque à 0%. Les enseignants, alors, je félicite aussi les enseignants, le travail fourni par les enseignants pour la qualité de prise en charge des élèves en difficulté, les directeurs d'école pour leur rôle de proximité, d'accompagnement et d'organisation, le conseil pédagogique pour la conception de ce grand projet et la qualité du suivi d'encadrement des enseignants. Qu'est-ce que c'est que la lecture? La lecture, pour nous, constitue un moyen pour apprendre. À ce moment-là, j'encourage tous nos enseignants à suivre la voie tracée. On reste toujours dans le nord du pays où un accident mortel a eu lieu sur la route de Balho, plus précisément au niveau de la plaine de Houha, région de Doura. Une voiture type Nissan transportant 10 passagers s'est renversée, ayant quitté Obok et se rendant en Éthiopie via la frontière de Balho, qui est une destination prise en cette période estivale. Une fois alerté par les riverains, témoins de l'accident, le centre médico-hospitalier de Tadjoura a dépêché 2 ambulances sur place. D'abord, les blessés ont été évacués vers les postes de santé de Doura où un blessé en triage de premiers et les premiers secours ont été prodigués par l'équipe médicale. Il faut noter que le chauffeur a été tué sur place. Sur les 5 blessés, une personne a rendu l'âme
au poste de santé de Dora. Par la suite, les 5 blessés ont été évacués sur l'hôpital de Tadjoura. Hélas, une autre personne a succombé à ses blessures au CMH de Tadjoura. Au total, cet accident a coûté la vie à 3 personnes qui étaient dans la fleur d'âge au centre médico-hospitalier de Tadjoura. L'équipe du docteur Demio se sont activées pour stabiliser les blessés afin de transférer vers l'hôpital Pelletier à l'aide des vedettes rapides de la garde-côte djiboutienne. Du nord, on passe vers le sud du pays où des membres de la brigade de la douane en étroite collaboration avec les éléments de détachement de la police de la région d'Ali Sébié ont intercepté à la frontière de Galilée une importante quantité de marchandises de contrebande en provenance de l'Éthiopie. Au total, quelques 40 colis de 100 paquets de 4 chacun ont été saisis et mis en stock avant de les soumettre à la procédure de destruction des marchandises de contrebande. Ces interceptions des produits illégalement introduits sur le territoire national s'inscrivent dans le cadre des actions de lutte menées contre la contrebande de toutes ses formes. La marchandise saisie dernièrement à cette occasion était composée de 40 colis de 4 dont le poids total a été estimé à 4000 kg de 4. Des importations dont l'État ne perçoit aucune taxe. D'ailleurs, ce sont des produits transportés par des trafiquants sans aucun scrupule et qui contournent souvent les postes frontaliers partout sur le territoire national. Et cela représente une menace réelle pour l'économie des services de notre pays. Sport à présent pour clore l'actualité nationale. L'équipe Arta Solar 7 a remporté la 36e édition du championnat national pour la 7e fois au stade Goulet. La Fédération djiboutienne de football a aussitôt organisé, comme à la coutume, la cérémonie de clôture officielle au dit championnat. Et le président de la Fédération djiboutienne de football par intérim, M. Mohamed Yassine, a remis respectivement le trophée à l'équipe championne, l'AS Arta Solar 7, et à l'équipe vice-championne. En présence de nombreuses personnalités, dont le président du club de l'AS Arta Solar 7, Tommy Tayaro. La cérémonie a débuté par la remise des médailles pour les arbitres ainsi que pour l'équipe vice-championne. À elle saluer Télécom, l'équipe championne Arta Solar 7. Cette victoire de l'équipe Arta Solar 7 témoigne d'un travail acharné et une performance exceptionnelle au cours des dernières saisons. Et bien après le sacre de l'AS Arta Solar 7, notre équipe sur place a pu recueillir la réaction du président du club de l'AS Arta Solar 7, M. Tommy Tayaro. Avant toute chose, ce que j'aimerais dire, c'est féliciter mon équipe. Je suis vraiment très fier d'eux. Ils se sont battus tout au long de la saison. Le championnat était difficile, pas facile du tout cette année, avec des choses positives, des choses plus ou moins négatives qu'on devra essayer d'améliorer pour la saison prochaine. Donc on aura l'occasion d'en reparler ultérieurement, mais aujourd'hui c'est un jour de fête et je tiens vraiment à féliciter toute mon équipe, tout le staff technique, tous les joueurs locaux et les joueurs qui viennent d'ailleurs, qui sont là, qui ont participé à ce que ça soit une réelle victoire aujourd'hui. Donc j'espère que les joueurs djiboutiens vont continuer à venir au stade et vont continuer à se battre comme il faut pour montrer un bon football djiboutien au reste du monde. Voilà. Bravo, félicitations à vous. Vous étiez en train d'écouter le président du club l'AS Arta Solar 7, sacré championne nationale, M. Tommy Tayaro. Et dans le fait divers, plus d'une dizaine d'habitations ont été réduites en cendres suite
à un incendie violent qui s'est déclaré vers midi à 14 h aujourd'hui à Djebel, à Amboulis, selon la sous-préfecture du 3e arrondissement. La protection civile a déploré d'importants dispositifs de secours. Ils sont arrivés rapidement sur le lieu pour éviter la propagation du feu. Mais à la forte chaleur et les maisons construites en bois ont attisé les flammes, détruisant plus d'une dizaine d'habitations. Néanmoins, les pompiers ont pu maîtriser l'incendie. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Le directeur de la protection civile et les officiers de la protection civile ainsi que la sous-préfecture et le sous-préfet du 3e arrondissement se sont rendus sur le lieu pour superviser les interventions et soulager les victimes. Une enquête a été ouverte aussitôt par les autorités dont le but de déterminer l'origine du sinistre qui reste pour l'instant non élucidé. Pour les maisons, c'est qui a gêné énormément le doublement des secours. Malheureusement, nous avons maîtrisé le feu. Pas de partie humaine, il n'y a que de dégâts matériels. Pour l'instant, nous faisons les 2 comptes de dégâts matériels et les résultats vous auront donné ultérieurement. Et dans l'actualité internationale au centre de Gaza, le Der al-Balah, les prix des denrées alimentaires sont en baisse. Les légumes, les fruits, le sucre et d'autres produits étaient disponibles sur le marché à prix cassé. Cependant, nombreux sont les Palestiniens de l'enclave qui n'ont aucun moyen d'acheter des vivres, n'ayant pas de travail et donc pas d'argent. En comparaison avec la période précédente, la différence des prix est plus importante. C'est bien ce qui n'est pas bien. Je peux acheter un article spécifique, a-t-il déclaré cet habitant. Moyen de le faire parce qu'il n'y a pas de travail et pas d'argent. Les gens n'ont pas d'argent, l'argent est mort, les gens n'ont rien pour vivre. Seuls 20% des gens vivent vraiment et 80% sont considérés comme étant morts, a expliqué Oni Hubit, un habitant de Der al-Balah. Les transports des marchandises en provenance d'Égypte coûtaient 3 fois plus cher que celui des marchandises en provenance d'Israël, ou de la Cisjordanie occupée par Israël, d'où les marchandises sont également expédiées sans taxe ni droit de douane. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.